Moi, je vais me présenter. Je vais partir de la définition simple et pratique de ce matin de Pierre-André, qui dit que le territoire, c'est un espace socialement construit par les acteurs. Je vais essayer de vous montrer comment les acteurs de l'économie populaire ont contribué à la construction de leur territoire, simplement en procédant par une reconfiguration, une réorganisation de ces acteurs et de se positionner comme des acteurs à part entière de développement territorial, donc en redéfinissant les modes de gouvernance au niveau du territoire qui est Pikine-Est. Et là, je vais parler en plan sur 4 parties, mais rapidement, je vous avertis, je vais prendre des raccourcis, peut-être on pourrait y revenir après, parce que j'ai tellement de choses à dire. Donc, présenter rapidement le contexte, l'organisation et le fonctionnement de l'économie populaire dans la commune de Pikine-Est. Parler un peu de l'innovation territoriale, en quoi ce mode d'organisation constitue une innovation territoriale dans ce contexte-là, et parler un peu des réflexions que je suis en train de mener dans le cadre de l'analyse de mes résultats sur la difficile institutionnalisation d'une telle expérience au Sénégal. Donc le contexte, on est dans les années 90, il y a une politique de décentralisation dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout les pays francophones, donc qui insiste les États à créer des collectivités locales et à décentraliser des compétences. Et le Sénégal n'a pas failli à cette mouvance-là, avec en 1996 une politique ambitieuse de décentralisation qui va créer des communes d'arrondissement, surtout dans les grands centres urbains, mais aussi des communautés rurales dans les régions reculées. Et c'est dans ce cadre-là que l'État va décentraliser 8 domaines de compétences: éducation, santé, culture, ce que certains chercheurs vont appeler plus tard la décentralisation des secteurs à problème. Parce que puisque l'État n'avait pas les moyens de gérer ces problèmes-là, ils vont décentraliser aux collectivités, gérer ça, mais on n'a pas les sous pour vous donner pour gérer ces compétences-là. C'est la raison pour laquelle l'État va être obligé d'ouvrir la coopération internationale à ces collectivités-là pour pouvoir pallier à ce manque-là. Et c'est dans ce cadre-là que la commune de Pikine-Est va développer un partenariat de coopération décentralisée avec la ville d'Anvers en Belgique, donc qui va les accompagner dans ce processus-là. Donc, 96, la loi sur la décentralisation, en 99, le premier contrat de partenariat a été mis en place. Et une première phase test les partenaires vont décider de travailler avec la commune, mais aussi avec les acteurs de base. Et en travaillant pendant cette première année de test, ils se sont rendus compte que sur le territoire, les acteurs communautaires populaires ont été plus dynamiques que les élus locaux qui étaient sur place, parce qu'il y avait une expérience déjà très importante de dynamique communautaire sur le territoire. Donc les acteurs ont pu capitaliser ça, mettre en avant cela, de telle sorte que les partenaires ont été plus convaincus de la pertinence de travailler avec ces acteurs plus qu'avec les élus locaux. C'est la raison pour laquelle en 2000, ils ont décidé de continuer le partenariat après la phase test et de donner plus de pouvoir, plus de ressources à ces acteurs-là pour qu'ils puissent s'organiser et mener leur propre projet de développement, ce qui a donné naissance au cadre local de concertation pour le développement de Pikine-Est, qui est un espace de rencontre, d'échange et de partage d'expériences, mais surtout de planification et de gestion de projets de développement exclusivement pour les acteurs populaires du territoire. Donc, là, on a le mode d'organisation du cadre local de concertation avec Assemblée générale. Et le premier démarche qui va être mise, il y a un travail de recension qui va être fait sur les différents acteurs qui existent sur le territoire. Et à travers les domaines d'intervention, il y a 6 axes qui ont été définis en fonction des domaines d'intervention pour les quoi. Il y a les acteurs culturels qui vont avoir l'axe culture, environnement, sport. Donc, un regroupement qui a été fait, mais qui va donner naissance à 10 collectifs par la suite que vous retrouvez ici dans ce qu'on appelle les organisations intermédiaires. Donc, on a les organisations de base qui vont se regrouper en fonction de leur domaine d'intervention pour donner les actes, mais aussi, c'est à partir de ces actes-là pour constituer ce qu'on appelle maintenant le cadre local de concertation. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que les associations à la base sont membres de ces collectifs qui fonctionnent sous forme associative, mais qui n'ont pas le statut, mais qui sont les collectifs qui sont membres du cadre local de concertation. Donc, il faut qu'une association qui veut participer au cadre local de concertation fasse une démarche de reconnaissance au niveau de chaque axe en fonction de son domaine d'intervention pour faire partie de cet axe-là et après pouvoir mandater une personne qui va représenter au niveau de l'Assemblée générale ou bien du conseil d'administration par la suite. Donc, ce qui fait qu'on est passé de simples structures associatives de base
à une organisation intermédiaire avec les collectifs, qui est d'abord un espace de concertation, de planification sectorielle pour les structures. Maintenant, ce travail qui se fait au niveau de ces sectoriels se retrouve dans la planification générale territoriale avec le cadre local de concertation, mais qui est chapeauté ici par une équipe technique qui a été recrutée pour accompagner ces acteurs-là dans la mise en œuvre, la planification de ces activités-là. Donc ici, je parle un peu d'innovation territoriale parce que le mode d'organisation qui a été choisi est en quelque sorte une réponse à un besoin de concertation et de mobilisation des acteurs du milieu. Donc un renouvellement du mode d'organisation des acteurs donc, à travers la création de 3 échelles. Donc ce sont des espaces de rencontre, comme je l'ai dit tantôt, pour que les gens puissent définir. Parce qu'avant, chacun travaillait dans son coin en silo. Et là, à travers une approche thématique pour les axes que je vous ai définis, il y a un travail de réflexion qui se fait et d'intervention, mais aussi au niveau du cadre local de concertation, au niveau qui a beaucoup plus une approche transversale, mais aussi territoriale de développement. Donc, adoption d'une approche sectorielle et territoriale de développement, positionnement des acteurs de l'économie, parce que le cadre de concertation a permis de donner une force, une représentativité beaucoup plus importante des acteurs populaires du territoire, plutôt que pendant chacun travaillait dans son coin. Et à travers cela, les acteurs ont pu développer aussi une expertise qui est devenue incontournable, qui est même sollicitée même par les élus locaux, dans le cadre quand on fait les plans de développement local, en fait, à travers les acteurs, à travers l'équipe technique qui a été constituée autour de ces acteurs-là. Donc, construction territorialisée d'un pôle d'économie populaire à travers le cadre et un essaimage aussi, parce que quand on parle d'innovation territoriale, c'est de voir est-ce que l'expérience est pertinente à tel point que ça peut se reproduire ailleurs. Et à partir de l'expérience, 5 ans après, on s'est retrouvé dans le département de Pikine avec 5 cadres de concertation qui ont été construits selon le même modèle de développement. Donc là, je suis en pleine réflexion sur rédaction, synthèse, et je réfléchis beaucoup sur la reconfiguration. Bon, le cadre de concertation a permis une reconfiguration transitoire du mode de gouvernance territoire. Je parle de transitoire parce que ce n'est pas quelque chose de défini. C'est un processus de construction qui est encore là, mais qui ne bénéficie pas d'un cadre institutionnel et juridique qui permet d'encadrer ce positionnement du cadre local de concertation. Faible reconnaissance juridique, comme je l'ai dit, du rôle et de la place du CLC, parce que les cadres locaux de concertation ne sont pas reconnus juridiquement. Il y a juste les associations qui sont reconnues à la base, mais en tant qu'organisation fédérative, les cadres ne sont pas reconnus en fait. Un financement extraverti, ça veut dire que puisque l'État avait ouvert la coopération internationale, donc les projets, les initiatives sont financées en majeure partie par le partenariat de coopération décentralisée ou les ONG au niveau international, ce qui fait que c'est souvent des partenariats ponctuels qui ne permettent pas de planifier sur le long terme, parce qu'il y a toujours une zone d'incertitude. Chaque fois qu'un programme finit, les acteurs se retrouvent dans un vide à la recherche de perpétuel financement. Donc, avec une reconnaissance peut-être juridique de ces structures-là et un accompagnement de l'État, on pourrait penser à une institutionnalisation de ces initiatives-là. Donc, absence d'une politique nationale d'économie populaire qui est le principal volet, parce qu'en 1996, le grand changement a été fait en 1996. La loi sur la décentralisation a été renouvelée en 2013 et les acteurs s'attendaient à avoir un renouvellement aussi à la connaissance des cadres locaux de concertation, mais ce qui n'a pas été fait, ce qui fait qu'on est toujours dans ce vide-là. Les acteurs font des actions, nous des partenariats avec les collectivités locales, mais il n'y a rien qui incite, par exemple, les élus locaux à les impliquer ou pas dans le processus de planification et de développement. Ouais, et de développement local, ce qui fait que les partenariats, c'est au gré et c'est au gré ou à la volonté des élus locaux de les impliquer ou pas dans tel projet ou dans tel autre projet, ou bien par exemple dans les projets de l'Union européenne sur la gouvernance territoriale où les élus locaux sont obligés de les intégrer dans ce cadre-là, ils sont les bienvenus parce que c'est une condition à respecter. Merci.